Bonjour et bienvenue sur le podcast Kanpai, format voyage au Japon. C'est le premier podcast voyage de l'année 2025 et cette émission, j'ai le plaisir, comme toujours, de la présenter avec toi Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. Pas de changement majeur en perspective pour notre émission pour 2025. Année que Kanpai vous souhaite évidemment heureuse et belle pour vos projets. Quand je disais pas de changement majeur, c'est-à-dire qu'on a toujours les 4 thématiques des 4 podcasts par mois qui sortent tous les mercredis. Ce sont les mêmes thématiques avec le podcast voyage, destination, l'actualité ou encore les interviews. Cependant, peut-être que le podcast voyage, lui, va être un peu différent de d'habitude puisque chaque mois, on va consacrer notre émission justement à détailler ce que vous pouvez faire sur chaque mois de l'année. Donc on va évidemment commencer avec le mois de janvier, Ichigatsu qui veut dire le premier mois de l'année. Ce sera la thématique de notre podcast voyage aujourd'hui. Et on va faire ça pour février, mars, etc. On va vous dire aussi quoi mettre dans votre valise, les matsuri ou tout événement à faire tout au long de l'année. Et s'il y a des choses particulières juste pour 2025, vous serez aussi au courant dans ces podcasts. Oui, voilà, on a fait l'année 2024 consacrée à comment bien préparer son voyage, donc avec des grandes thématiques sur cette préparation. Et là, on va plutôt s'attaquer au temps fort de chaque mois au Japon et en collant aussi à l'actualité qui sera celle de 2025. Et oui, parce que vous allez comprendre que chaque mois a ses particularités, au-delà même des événements, que ce soit en termes de météo ou de spiritualité, etc. Vous allez forcément avoir des petites choses un peu différentes à chaque mois. Donc on est là pour vous apporter le plus de détails possible. Et ce qui va être bien pour introduire cette année, c'est que le mois de janvier, c'est un des mois, on y reviendra, les moins fréquentés. Et en fait, on va voir que ça peut être aussi des super périodes pour partir justement. Donc on commence l'année 2025 au Japon avec l'année 7 de l'ère Reiwa. Donc c'est l'ère impériale qui est en cours depuis l'intronisation de l'empereur Naruhito en 2019. Donc là, c'est la 7e année de cette ère impériale et du coup, le mois de janvier, c'est le premier mois de l'année d'un point de vue calendrier grégorien. Mais si on regarde le calendrier lunisolaire Koyomi, l'ancien calendrier japonais traditionnel, le mois de janvier, c'est le dernier mois de l'année puisque en fait, traditionnellement, on commençait l'année le 3 février pour Setsumud. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous parlera au prochain épisode de février. Mais sachez qu'on est sur un mois qui est soit le premier, soit le dernier, suivant quel calendrier on prend. Et si nous, les Occidentaux, le 1er janvier, c'est l'occasion de recommencer un cycle, on va dire, au Japon en partie, mais pas que, puisque si on prend le calendrier scolaire, par exemple, le mois de janvier, en fait, c'est le 3e trimestre scolaire, que ce soit à l'école, à l'université, où en fait les étudiants vont finir l'école en mars pour une nouvelle rentrée ensuite en avril. Donc ça, c'est complètement particulier au Japon. Exactement. Oui, voilà, les années fiscales, elles commencent le 1er avril au Japon. Oui, c'est vrai que pour l'économie japonaise, c'est aussi ça, oui. Voilà, on est en fin d'année finalement. Donc janvier, au final, pour les étudiants, c'est un mois qui est très studieux, avec une période, par exemple, d'examen, alors que nous, on est en pleine festivité, on va dire, même s'il y a des festivités, vous allez le voir, au Japon. Donc c'est la fin de cycle très important pour les jeunes japonais, par exemple. Donc petite pensée à eux aussi au passage. Oui, et puis peut-être qu'ils visiteront les sanctuaires spéciaux pour la réussite scolaire au mois de janvier pour se souhaiter bonne chance et bon courage pour les examens. Et sur Kanpai, on a un article de référence à vous proposer, évidemment, même 2 d'ailleurs. Donc le premier, ce serait que faire au Japon en janvier. Et aussi, si vous voulez savoir comment on souhaite la bonne année en japonais, il y a souhaiter la bonne année au Japon, donc vous pourrez vous y référer. Et rien de tel qu'un extrait sonore afin de savoir comment on prononce cette phrase d'introduction pour janvier. Alors bien sûr, ça c'est une des multiples façons d'annoncer cette bonne année au Japon. Il y en a plein d'autres sous différentes formes. Pour en revenir à notre podcast, au sommaire, donc les conditions pour voyager au Japon en janvier. Donc là, vous aurez quelques redites par rapport au podcast hiver qu'on a fait en 2024 pour le coup. Mais on va faire assez succinct aussi, puisque voilà, on va pas rentrer dans le détail là-dessus. Par contre, vous aurez plus de détails, par exemple, pour les temps forts du mois en seconde partie, ou encore nos idées de sorties à faire en janvier en 3e partie. Première partie de notre podcast destiné à parler du mois de janvier au Japon, donc les conditions pour voyager à cette période-là de l'année dans le pays du soleil levant.
Par principe, l'hiver, comme on le disait pour le podcast destiné à cette saison d'ailleurs, c'est un peu moins propice peut-être au voyage à cause du froid et de la végétation qui va être endormie. C'est le cas également évidemment au Japon, avec une fréquentation touristique qui s'avère relativement calme pendant l'hiver, et on va dire que c'est peut-être un des points forts aussi à noter, on y reviendra. Le mois de janvier se classe parmi les mois de l'année les moins fréquentés par les visiteurs étrangers, et si ce n'est d'ailleurs les plus bas chiffres, avec par exemple en janvier 2024 un peu moins de 2 700 000 visiteurs étrangers au Japon, soit le niveau retrouvé de janvier 2019 et 2020 pré-Covid. Donc on reste bien en deçà des 3 millions, des plus de 3 millions de touristes observés en 2024 sur beaucoup de mois de l'année. Oui, on reste quand même sur le mois le plus bas, enfin l'un des mois les plus bas. Donc pour tous ceux qui n'aiment pas la foule touristique, le mois de janvier est une bonne opportunité. Et une bonne opportunité de visiter aussi des endroits avec beaucoup moins de monde sur ces photos, on va dire. Et bien sûr, c'est le mois aussi où vous allez pouvoir trouver des vols et des hébergements moins chers que d'habitude. Donc, autre point fort de ce mois de janvier. Oui, on est en période basse de la saison touristique, donc c'est très bien pour les petits budgets. Et on va mettre 2 exceptions hors période du Nouvel An, donc notre Nouvel An à nous autour du 1er janvier, et aussi le Nouvel An chinois. On en avait déjà parlé dans différents podcasts. C'est aussi fêté au Japon, enfin en tout cas les touristes chinois viennent au Japon le fêter. Et donc à ce moment-là, ça peut aussi être un peu compliqué de trouver un hébergement, ou en tout cas c'est plus cher. Et certains sites touristiques sont assez bondés, comme les parcs d'attractions. Ouais, et c'est pour ça que souvent on va dire que quand on parle des saisons ou d'un mois, en fait, c'est pas la même chose de visiter, admettons par exemple en fin janvier le Japon qu'au milieu janvier par exemple. Les conditions de fréquentation ne sont pas du tout les mêmes, donc ça peut énormément jouer sur votre voyage, vos réservations, prendre les transports sans que ce soit blindé, etc. Et pour cette année, le Nouvel An chinois, c'est le 29 janvier. Ah oui, ça c'est bien de le préciser, comme ça, ça vous permet aussi de prévoir vos hébergements. Voilà, donc on a 2 Nouvel An, le premier et puis à la toute fin du mois. Et pour le point météo, comme on faisait même pour parler des saisons, eh bien on est en plein hiver évidemment, c'est la période la plus froide de l'année. Et pour celles et ceux qui ont déjà écouté notre podcast dédié à l'hiver, il y aura peut-être quelques redites, ce qu'on disait en introduction. Si on suit l'ancien calendrier koyomiste, eh bien en début janvier, on va avoir le souffle saisonnier Shokan, qui signifie le petit froid. Et on termine le mois à partir du 20 janvier avec Daikan, qui désigne le grand froid cette fois. Donc beaucoup de froid, Marjorie. Oui, beaucoup de froid. Voilà, c'est le moment de l'année où il fait le plus froid. Donc pour tous ceux qui ont vécu un été très très chaud au Japon, ils sont quand même assez contents d'avoir des températures un peu plus fraîches. Il faut savoir que c'est un froid sec, donc c'est assez avantageux aussi par rapport à l'été humide. Donc le temps d'ensoleillement est court, mais assez lumineux en général. On a vraiment des belles journées ensoleillées avec un beau ciel bleu et un horizon dégagé. Donc c'est le moment en fait de sortir, faire des visites en extérieur quand il fait très beau en plein milieu de la journée, pour ensuite pouvoir rentrer se réchauffer dès que le soleil se couche, sachant qu'il se couche vers 17h, donc assez tôt, on est en hiver. Puis je dirais que c'est même un des autres points forts du mois de janvier, ça va être ce beau ciel bleu, comme on ne cessera de le répéter, on va le redire tout à l'heure, avec les vues sur le mont Fuji par exemple, c'est là où on a peut-être le plus de facilité de les obtenir, et puis d'avoir ce ciel bien dégagé pour les randos, etc. notamment, c'est très appréciable. Oui, pour toutes les randos qui sont ouvertes à cette saison, ou pour tous ceux qui aiment faire du ski sous le soleil. Et d'ailleurs, en parlant de ski, le mois de janvier, c'est aussi la meilleure période pour avoir de la neige au Japon, notamment si on a de la chance à Kyoto et Tokyo, même si c'est vrai que ça n'arrive pas chaque année, et surtout si on va donc dans les montagnes du Tohoku et les Alpes japonaises pour y faire du ski ou profiter des stations thermales dont on parlera tout à l'heure. Oui, à ce moment-là, elles sont vraiment enneigées, très enneigées. Le Japon, c'est l'un des pays où il y a plus de neige au monde et aussi qualifié comme des meilleures neiges du monde. D'ailleurs, il y a eu les Jeux Olympiques de Nagano en 1992, si je me souviens bien, enfin dans les années 90. Et du coup, il s'est assez réputé pour être une destination de neige et à ski. Après, c'est vrai que nous, du point de vue de l'Europe, on a des montagnes un peu plus proches, comme les Pyrénées ou les Alpes, et on n'a pas besoin d'aller si loin. Mais si vraiment vous voulez allier voyage asiatique, oriental assez loin et neige, c'est totalement possible en janvier, et aussi on le verra en février.
Et si vous avez suivi un peu nos derniers podcasts actu, on avait parlé du fait qu'il y avait un retard de neige sur le sommet du mont Fuji. Là, ce ne sera pas le cas en janvier, il sera bien enneigé et donc vous pourrez profiter de très très belles vues à partir du lac Ashi à Hakone ou encore d'observatoires comme à Tokyo ou sur la presqu'île d'Enoshima par exemple, puisque le ciel est souvent dégagé et bien bleu du coup. Ce sera vraiment un spot très agréable pour profiter au mieux de ce symbole japonais. Et point végétation, on retrouve les 3 amis de l'hiver, comme on les appelle, qui sont le pin du Japon, Matsu, le bambou Take ou encore le prunier Ume. Oui, ce sont les végétations les plus symboliques de l'hiver parce qu'elles restent soit vertes pour le pin et le bambou, soit elles fleurissent pour le prunier Ume, qui sont les premières floraisons dont on parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que ça arrive pendant l'hiver. Et pour l'anecdote, ces 3 amis de l'hiver sont les 3 rubriques du podcast Pixel Bento qui a été fait par Thierry Falcos, qu'on a interviewé il y a quelques mois, que Gaël avait interviewé et qui est disponible en podcast. Ouais, donc ça c'est un podcast qui est très fortement conseillé pour les amateurs et amatrices du Japon et de l'univers jeux vidéo au sens large. Voilà, donc vous connaissez pourquoi ces 3 rubriques s'appellent comme ça. Et pour parler de floraison, les principales vont être les camélias qu'on appelle tsubaki, les pivoines de l'hiver fuyubotan ou encore kanbotan, et on va retrouver enfin les jonquilles ou narcisses qui se nomment les suisen. Donc ça c'est aussi à réécouter plus en détail sur le podcast dédié à l'hiver puisqu'on les avait quand même pas mal détaillés, Marjorie. Oui, on avait donné aussi des idées de visite, les sites les plus emblématiques pour aller voir ces floraisons, donc on va pas en reparler, écoutez notre podcast du mois dernier. Et peut-être qu'on ne va pas vous redire jusqu'au mois de février ces floraisons aussi. On vous ramènera justement à l'écoute du podcast hiver. Et enfin, très important, le point valise, on va dire ajouter des couches vestimentaires, puisqu'on le disait, il va faire un froid assez sec. Donc des couches vestimentaires à prévoir dans vos bagages pour faire face au froid et au potentiel mauvais temps, même si ce n'est pas le mois avec le plus mauvais temps à constater, mais en tout cas, ça reste un mois d'hiver. Oui, puis en même temps, si vous allez voir de la neige et que c'est un peu humide, c'est bien d'avoir plusieurs couches, comme ça vous enlevez la couche qui est humide et ça vous permet de rester au sec. Notamment par exemple des chaussettes épaisses, on n'y pense pas assez, mais si vous faites un peu de rando, etc. et qu'il y a de la neige, eh bien vous allez avoir les pieds froids et humides, donc c'est bien d'avoir de quoi les changer un peu plus souvent que d'habitude peut-être, ou encore les lunettes de soleil. Oui, et pour les chaussettes, si vous avez vraiment les pieds assez frileux et que vous allez visiter des temples, vous allez visiter les temples en chaussettes. Le plancher n'est pas chauffé dans les temples. Donc vous pouvez aussi prévoir une surchaussette assez épaisse que vous enfilez pour pas avoir les pieds froids. Ça m'est arrivé d'expérience. Il fait très froid, le bois est très froid des temples quand on est dans les montagnes et qu'on est pieds nus, vraiment le froid rentre en fait par en dessous et il fait très froid. Et enfin côté trousse à pharmacie, comme on le dira à chaque fois, les médicaments, donc là pour cette période-là ce sera plutôt face au rhume par exemple ou aux petits virus hivernaux, et c'est bien de pouvoir s'auto-soigner avec des médicaments que l'on connaît plutôt que d'aller en pharmacie une fois qu'on en a besoin. Oui. Avec des médicaments japonais que l'on ne connaît pas. C'est ça. On a tout un article sur Kanpai sur la pharmacie et constituer sa propre trousse de soins. On avait écrit tout ça il n'y a pas longtemps, on l'a publié courant 2024. Donc n'hésitez pas à vous y référer pour avoir un pense-bête de ce que vous pouvez emmener par saison. Et c'est vrai qu'en janvier, on a tendance à avoir un petit rhume ou la gorge qui gratte. Si vous avez vos pastilles qui fonctionnent bien, pensez à les apporter. Et maintenant, on va pouvoir aborder les temps forts du mois de janvier. On commencera par les 2 jours fériés de ce mois. Donc le 2 janvier avec les vœux de l'empereur du Japon au palais impérial à Tokyo qui a eu lieu récemment. Et autre jour férié et dernier, le 13 janvier avec Seijin no Hi, donc la fête de la majorité, les 20 ans au Japon. Et on a un article dédié à ce sujet. On va y revenir d'ailleurs tout à l'heure pour vous exposer un peu de quoi il en retourne. Donc vous pourrez aussi aller sur Kanpai si vous voulez l'avoir sous les yeux avec quelques photos et un article très sympa à lire. Et dans ces temps forts du mois, notamment pour les Japonais, mais bien sûr aussi pour vous si vous êtes touriste, eh bien à noter que si vous voyagez tout début du mois de janvier, donc le nouvel an japonais, lui c'est vraiment une période de pause massive pour les Japonais. Oui, le pays est en trêve pendant quelques jours afin d'accueillir cette nouvelle année
qui commence. Donc les musées seront fermés, beaucoup de magasins, aussi possiblement des restaurants. Donc à bien se renseigner avant sur ce que vous voulez faire si vous voyagez sur cette période-là. Et comme on l'a déjà dit dans un podcast, eh bien, ça peut être aussi une bonne période pour partir et faire aussi soi-même une pause, en plus des festivités qui vont avec. Voilà, la pause, ça dure jusqu'au 3 janvier inclus en général. Et le 4, on retourne à une activité normale et notamment au travail. Donc le nouvel an japonais, c'est la période que l'on appelle aussi Oshogatsu, ou autrement dit Ganjitsu également, que vous pourrez retrouver en termes de vocabulaire. Donc c'est l'une des fêtes traditionnelles Sekko les plus importantes de l'année pour les Japonais. Et comme tu le disais Marjorie, c'est vraiment une trêve très très marquée pour ce début d'année. Oui, on s'arrête de travailler pour profiter du premier jour de l'année et on est en général en famille, dans un moment de convivialité. On va se balader à l'extérieur pour profiter en fait du paysage et du beau ciel bleu. Et l'idée, c'est de n'avoir rien à faire d'embêtant, enfin pas de tâches quotidiennes. On a fait normalement tout le ménage avant, on a préparé à manger avant et là on profite pendant 2-3 jours de se reposer et d'être avec ceux qu'on aime. Et donc du coup, pour avoir préparé à manger en avance, on va parler d'un autre thème très important pendant le mois de janvier, c'est la cuisine traditionnelle du Nouvel An, qui s'appelle Osechi Ryori. On vient de publier un article fin décembre sur Kanpai pour vous présenter en fait le concept. Donc c'est la cuisine que l'on va déguster les premiers jours de la nouvelle année, qui aura été préparée ou commandé à l'avance et conditionné dans des grands bento baptisés jubako. Donc c'est une nourriture un peu symbolique qui va venir purifier pour la nouvelle année, passer en fait le bâton entre l'ancienne et la nouvelle année. On va manger des aliments qui vont être symboles de longévité, de bon augure, de bonne chance, etc. L'idée, c'est d'être en bonne santé, donc on va manger des produits sains, donc pas de fast-food ou des choses comme ça. Ça va être plutôt des fruits de mer, du poisson grillé et des plats qu'on aura soit vinaigrés, soit mijotés pour qu'ils puissent se conserver plusieurs jours. Donc c'est vraiment une cuisine qu'on va retrouver partout, que ce soit dans les villes et dans les campagnes, et qu'on va manger en famille. Ça, c'est très important, le caractère familial du Nouvel An japonais. Je serais curieux de savoir si les fast-foods s'adaptent justement à cette période en faisant des produits un peu plus qui paraîtraient un peu plus healthy ou pas. S'il y en a qui ont des remarques, qui nous laissent des commentaires. Je sais qu'il y a les fameux KFC pour Noël avec le poulet frit. Après, pour le Nouvel An, normalement, on est plus... la veille, on va manger des soba pour nettoyer un peu son organisme et parce que c'est facile à cuisiner. Et puis pour le Nouvel An, on va se faire plaisir, mais avec normalement des choses un peu plus traditionnelles. Mais est-ce que les gens, finalement, mangent de la dinde et du foie gras maintenant? Peut-être qu'on en trouve dans les grandes villes, sûrement. Autre temps fort, bien marqué également celui-ci, Hatsumode, qui va être la première prière de l'année, puisque, comme vous le savez sans doute, au Japon, on aime célébrer, ou en tout cas faire très attention aux premières fois de l'année, notamment celle de faire sa première prière au temple ou sanctuaire japonais. Et donc c'est une période où la foule peut battre son plein pour la première visite au temple de l'année, avec le premier Omikuji. Oui, qui sera tiré pour savoir si on a de la chance ou pas sur toute l'année. Il est très important du coup. Oui. Si on n'a pas de chance, ça va durer longtemps. Non, c'est qu'on tire le premier omikuji et puis on espère qu'on n'aura pas à faire un nœud. C'est-à-dire si on fait un nœud pour l'accrocher, c'est qu'on essaye de briser la malchance. Donc du coup, on va retrouver beaucoup de monde dans certains temples et sanctuaires. En général, c'est les plus grands par quartier. Donc là, il n'y a pas de différence sur la première visite au temple, au sanctuaire. Les gens se partagent en fait, que ce soit shinto ou bouddhiste. On va retrouver beaucoup de monde. Si vous êtes à Tokyo à cette période de l'année, le temple Sensoji sera évidemment très bondé, comme un jour de foule touristique. Mais là, ce sera essentiellement des Japonais pour venir faire leur première prière. Vous verrez du monde partout, autant dans les petites boutiques, dans les restaurants et tout ça, c'est fermé et les villes se vident un peu. Autant dans ces sites spirituels, il y a du monde. Et vu qu'il y a du monde, il y aura aussi de beaux stands de yatai, donc là où vous allez pouvoir manger à même la rue. Ça va être c'est aussi une autre bonne période pour partir au Japon, on va dire. Voilà, si la cuisine traditionnelle ne vous plaît pas, vous allez vous rattraper avec les brochettes dans les stands de yatai. Les premiers jours de l'année aussi, il y a d'autres établissements qui font le plein. Ce sont les casinos japonais, les fameux pachinko. Où en fait du coup c'est comme pour le premier omikuji qu'on va tirer, on va aller faire la première tentative de gagner au jeu, et donc c'est aussi une grosse période d'affluence pour ces établissements là
Donc si vous voulez aller au pachinko avec tout le monde, allez-y les premiers jours de janvier avant que les Japonais ne retournent au travail. Et on le disait tout à l'heure, les Japonais aiment prendre le temps de savourer ces premières fois de l'année, donc on va recommencer depuis le début avec la formule Hatsu, quelque chose on va dire. Par exemple, on va recommencer les premiers rêves, on va faire attention à sa première visite au temple comme on vient de le dire, le premier repas, le premier lever du soleil, c'est quelque chose qui peut être à la fois individualisé, très souvent d'ailleurs plus marqué par la présence de la famille, de célébrer tout ça ensemble, voir la première pleine lune, etc. Oui, voilà, c'est un côté symbolique. On recommence à zéro, on remet les compteurs à zéro et c'est reparti pour une nouvelle année. Donc on a dit que les premiers jours de janvier, on avait les magasins qui étaient fermés et c'est le cas pour tout ce qui est magasins particuliers. Après, les gros centres commerciaux, en général, ils restent ouverts, eux, parce que du coup, voilà, si il fait un peu froid ou on a envie un peu de flâner et de faire du lèche-vitrine sans pour autant acheter ou en tout cas d'aller au restaurant, dans les grands centres commerciaux, ils seront encore ouverts et on pourra y aller. Et on ira aussi pour une autre chose, qui est donc un autre temps fort du mois de janvier, ce sont les soldes, donc les fameux sacs de chance baptisés Fukubukuro, qui sont vendus les premiers jours de l'année et qui consistent en fait à acheter à l'aveugle un sac qui contient plusieurs produits à prix réduit. Donc normalement, la valeur réelle correspondrait à 3 fois le prix du sac. Après, quand c'est un sac de chance, on a de la chance ou pas. Oui, sur le papier c'est sympa, mais on ne sait pas sur quoi on va tomber. Voilà, donc ça peut être très intéressant comme pas trop intéressant. C'était une tradition japonaise qui fonctionnait très bien il y a quelques années. Aujourd'hui, comme c'est un peu connu, un peu trop bien connu partout, des fois, voilà, on a certaines enseignes qui vont spécifiquement créer ces sacs pour le Nouvel An, alors que normalement, c'est du déstockage de produits invendus dans l'année précédente. Bon, voilà, faites attention où vous achetez les sacs. Quand c'est des fois, ça peut être juste pour l'occasion. Enfin, des fois, c'est que marketing et des fois, c'est vraiment du déstockage de produits intéressants. Et ça marche bien essentiellement dans les magasins de produits électroniques ou alors les cosmétiques parce que c'est des produits relativement chers à l'achat. Et là, vous pouvez avoir un lot à prix réduit si vous avez une marque préférée ou s'il y a une marque japonaise qui vous plaît. Vous pouvez regarder de ce côté-là. Et donc les meilleurs sacs Fukubukuro, en général, ils partent assez vite dans le premier jour, voire les premières heures du matin. Donc si vous voulez avoir le choix, faudra vous lever tôt le 1er janvier ou alors ne pas aller se coucher. Et puis il me semble qu'ils les font aussi dans des chaînes du type Starbucks, etc. Oui. Mais c'est justement ça où Starbucks, c'est pas japonais à la base. Voilà. C'est une tradition récupérée par l'équipe marketing. Après, ça reste du marketing, on est sûr de l'achat. Autre temps fort du mois de janvier, on avance un peu plus dans ce mois-là justement, et on a un article d'ailleurs dédié à ce sujet, c'est Senjin no Hi, donc la fête de la majorité dont on parlait tout à l'heure, la majorité à 20 ans au Japon, qui va tomber le 2e lundi du mois de janvier. Donc c'est le passage symbolique à l'âge adulte et les jeunes adultes de 20 ans donc, vont s'habiller un peu de façon différente par d'habitude. Ce sera une façon traditionnelle de s'habiller. Pour l'occasion, on va porter du kimono par exemple ou le hakama ou costume sombre pour les hommes par exemple ou des manches longues furisode pour les filles avec talons et écharpes à fourrure dessus. Donc c'est très sympa de les voir s'habiller comme ça et de les voir se faire remarquer, se mettre un peu plus en avant dans le paysage japonais. Oui, c'est une fête traditionnelle du passage des âges comme on a pour les enfants, pour Shichigo-san, pour les 3, 5 et 7 ans. Là, c'est la même chose pour tous les jeunes adultes qui auront 20 ans dans l'année qui arrive, donc du 1er avril jusqu'à 31 mars. Il ne faut pas que ce soit leur anniversaire le 13 janvier, sinon il n'y aurait pas grand monde dans les rues. Non, c'est ça. Il faut savoir que sur la majorité, elle a été abaissée à 18 ans sur certaines choses, donc notamment sur le droit de vote, l'accès à des crédits, etc. Mais ça reste toujours 20 ans symboliquement parce que c'est à cet âge-là qu'ils peuvent consommer de l'alcool légalement. C'est pour ça qu'ils attendent d'avoir 20 ans pour faire cette fête parce que souvent elle se termine de façon festive. La liberté arrive c'est qui ça. sait attendre. Et donc on va aussi retrouver des endroits un peu plus fréquentés peut-être que d'habitude comme Tokyo Disneyland.
Oui, ça va être aussi ils vont s'organiser des petites virées entre les jeunes, donc ça peut être aussi à Tokyo Disneyland. Il faut savoir que c'est organisé par les villes ou alors les grands quartiers des grandes villes. Donc c'est pas du tout quelque chose fait dans les temples ou dans les sanctuaires à la base. Donc c'est des cérémonies qui sont faites de façon formelle dans des salles de fête, etc. des villes. Et ensuite, par contre, on a les séances photos, du coup, dans le temple ou dans le sanctuaire à côté, pour avoir le côté traditionnel, parce que les jeunes sont habillés en kimono, et puis le côté spirituel, ça fait plaisir à la famille, on fait des photos souvenirs. Et après, par contre, la soirée, elle est plus centrée sur les faveurs des jeunes, donc d'aller à Disneyland, de se retrouver dans les izakaya, dans les bars, d'en profiter du coup pour faire Kampai de façon officielle. Si vous êtes du côté de Tokyo ou de Osaka, eh bien vous pouvez vous faire une petite liste aussi de sites à visiter si vous voulez avoir la chance d'apercevoir ces jeunes. Alors, c'est pas défiler parce qu'ils n'ont pas à défiler, mais à être plus visibles que d'habitude, comme on le disait. Vous pouvez avoir le temple Sensoji, par exemple, ou Meiji Jingu à Tokyo, Heian Jingu à Kyoto, ou encore Somiyoshi Taisha à Osaka. Oui, on est sur les grandes enceintes, shinto et bouddhistes. Après, vous pouvez leur demander s'ils sont d'accord pour être pris en photo, puisque à ce moment-là de la journée, en général, ils se font prendre en photo soit par des photographes, soit par leur famille. Si vous, en tant que touriste, vous voulez les prendre en photo, vous leur demandez évidemment la permission, ils acceptent ou pas. Souvent, les jeunes peuvent porter des masques. Alors, c'est pas parce qu'ils ont le Covid, c'est parce que soit ils veulent pas forcément montrer leur visage, ils sont timides, soit ils sont malades, ils ont peur du froid aussi, ça peut arriver. Mais c'est pas du tout mal vu, c'est une façon de se comporter. Donc ça, il faut leur demander la permission, ou alors vous les prenez de loin, de dos, sans leur visage exposé. Et autre date au pluriel remarquable pour le mois de janvier, autour du 10 janvier, donc du 9 au 11 janvier, avec Toka Ebisu, le 10 janvier qui est la date d'anniversaire d'Ebisu, la divinité du bonheur japonaise, des pêcheurs, des agriculteurs et des commerçants. Et si vous vous baladez dans temples et sanctuaires, vous apercevrez sans doute, pas que à Tokyo d'ailleurs, cette divinité-là, en fait on la retrouve partout au Japon, parmi les 7 divinités, et bien vous avez Ebisu qui a son grand sourire. Oui, qui apporte en fait la réussite financière, alors aux commerçants en premier lieu, mais en fait à tout le monde. Et comme c'est une divinité qui est purement japonaise dans son histoire, elle est vraiment très aimée du coup à travers l'archipel. C'est son petit côté 100% local. Et à cette période-là, vous pourrez acheter des porte-bonheur que vous allez peut-être voir un peu plus que d'habitude, comme des râteaux Kumade pour souhaiter la bonne fortune pour l'avenir très proche de 2025. C'est ça. Donc la fête Toka Ebisu, c'est plutôt fêté dans l'ouest du Japon, donc plutôt dans la région du Kansai, notamment avec un site en particulier, c'est le sanctuaire Imamiya Ebisu à Osaka, qui est tout petit et qui à cette période de l'année est bondé, mais d'une ferveur très intéressante. Il faut savoir que cette festivité, c'est le pendant de Tori no Ichi à Tokyo, qu'on a déjà présenté, qui se déroule les jours du coq en novembre, et on a fait aussi, nous, sur Kampai, un article plus global sur le râteau Kumade, et donc on en parle en fait dans cet article, de savoir où on peut acheter ces râteaux porte-bonheur. Et à Tokyo, on sera plutôt au mois de novembre pour Tori no Ichi, et dans le Kansai, on sera plutôt mi-janvier pour Toka Ebisu. Et enfin, pour ce podcast dédié au mois de janvier, nous allons vous évoquer nos idées de sorties à faire pour profiter au maximum de ce mois de janvier. Petite sélection de visites et d'activités sélectionnées par Kampai, avec à la fois des événements, des spécialités de gastronomie, des sorties idéales selon la météo que vous allez pouvoir retrouver à ce mois-là. On peut commencer, Marjorie, avec Tokyo, sur quelques points, notamment le fait d'admirer les dernières illuminations nocturnes de Noël à Tokyo, avec 4 spots, comme par exemple Shonan no Hoseki à Enoshima, au sud de Tokyo, jusqu'à la mi-février, Tokyo Mega Illumination à l'hippodrome de Doi, au sud-est de Tokyo jusqu'au 11 janvier 2025, Meguro River Mina no Illumination jusqu'au 13 janvier 2025. Et le dernier spot qu'on peut vous conseiller, et il n'est pas évident pour moi à prononcer, donc je vais prendre mon temps, Marjorie. Vas-y, Charlie. Eh bien, c'est Yomiuri Land Jewel Illumination du 24 octobre au 6 avril 2025.
celui-ci dure longtemps. C'est un parc d'attractions dans la région de Tokyo, en tout cas pas très loin de Tokyo, et il y a des très très belles illuminations nocturnes une bonne partie de l'année, donc n'hésitez pas à y aller en plus des attractions. Et autre attraction très visuelle aussi, vous pourriez assister à la parade du Nouvel An des pompiers, Marjorie. Oui, c'est le 6 janvier et elle est baptisée Dezo Meshiki. Donc c'est un événement annuel de prévention des incendies et des catastrophes, parce que si on connaît un peu l'histoire du Japon, on sait qu'il a été balayé par plusieurs grands incendies destructeurs et très meurtriers. Donc on a une parade du Nouvel An des pompiers qui vont en fait faire un défilé en général de camions et montrer en fait tout leur savoir-faire techniques modernes, mais aussi traditionnelles, alors parfois monter sur des échelles en bambou et faire des sortes de spectacles d'adresse pour montrer comment ils savent bien lutter contre le feu. Notamment, ce genre de choses traditionnelles, on peut les voir à Tokyo, puisque à l'époque d'Edo, les pompiers, ils étaient vraiment vénérés parce que c'était quand même... Ils avaient du travail. Voilà, ils avaient du travail et ils apportaient le salut à des quartiers entiers quand ça partait en flammes. Il y a un site qu'on peut citer où ça se déroule, c'est le Tokyo Big Sight à Odaiba, où il y a toute une journée consacrée aux pompiers. Il faut réserver donc en avance sa présence et on peut y voir les beaux camions de pompiers d'aujourd'hui et aussi une vue sur comment on faisait avant quand il n'y avait pas toute la technologie moderne. Oui, être pompier à l'époque Edo avec des maisons en bois et des tremblements de terre récurrents, ça devait être sport. Il y avait du boulot. Non, c'était... le feu, ça a toujours été pour le Japon quelque chose de très important. Ça purifie pour le côté bouddhiste, mais ça apporte aussi beaucoup de malheur pour les habitants, les villes, etc. Donc les pompiers, c'est des gens très respectés, comme chez nous. Alors il y aurait plein de choses évidemment à vous proposer pour le mois de janvier, la liste est encore un peu longue ici pour ce podcast. Vous pourriez par exemple visiter le marché aux puces de Setagaya Boro Ichi dans l'ouest de Tokyo. Il est établi depuis 1578, rien que ça. Et pour la deuxième édition de l'hiver, vous retrouverez ce marché aux puces du 15 au 16 janvier 2025, puisque la première édition a eu lieu au mois de décembre 2024. C'est ça, oui. Ça 2 fois par an et c'est en décembre et en janvier. Puis il y a aussi la reprise des tournois de sumo, en tout cas la reprise si on parle en calendrier grégorien. Oui. Avec le premier tournoi de sumo de l'année à Tokyo, on peut aussi le regarder à la télévision ou peut-être dans des bars, izakaya ou autres, du 8 janvier au 22 janvier. Donc il n'y a pas d'entraînement à regarder pour ce mois-ci puisqu'il s'agit de compétition. Oui, et vous pouvez sinon aller dans les restaurants de Chanko Nabe, donc le plat traditionnel des lutteurs sumo. Et en général, ils retranscrivent sur des télés les luttes en cours dans la journée. Donc ça peut être aussi sympa, vous êtes vraiment dans l'ambiance. Manger comme un sumo pour... Oui, c'est ça. En plus, comme il fait froid, le Chanko Nabe, c'est vraiment un plat qui est très très bien à cette période de l'année. Parce que avoir des places pour assister au premier tournoi de sumo, c'est parfois un peu compliqué. Faut réserver assez vite sur le site officiel. Donc si on ne peut pas y aller, c'est pas grave, on peut se balader dans le quartier des sumo Ryogoku, aller manger un petit Chanko Nabe et puis regarder les lutteurs s'affronter à la télé. Comme un japonais. Oui. Et dernière chose qu'on peut vous proposer pour rester sur Tokyo, c'est monter en haut de la Tokyo Skytree pour admirer la vue sur le mont Fuji si vous avez de la chance. Oui, voilà. Tant qu'à payer l'entrée jusqu'à la galerie la plus haute, le mois de janvier, c'est un bon mois pour vraiment avoir plus de chance pour voir jusqu'au mont Fuji. Et si vous bougez un peu plus dans le Japon au-delà de Tokyo, vous pouvez vous rendre dans la région de Chichibu, dans la préfecture de Saitama, pour découvrir un glacier qui organise son propre Matsuri du 9 janvier au 24 février. Donc là aussi, vous avez du temps pour pouvoir visiter cet événement-là. Donc c'est le festival de stalactites de glace d'Ashiga Kubo à Yokose. Il y a des illuminations nocturnes les week-ends par exemple, mais vous avez aussi sans doute voir plein de statues de glace gigantesques et extrêmement bien faites. Oui, c'est pour sortir un peu de la neige et d'aller voir des stalactites. Eh bien, c'est comme une sorte de musée naturel, Marjorie, où vous allez pouvoir découvrir des choses qui vont être sans doute hyper surprenantes. Et puis, on sait que les Japonais
aiment ces sculptures soit de glace, soit de sable quand c'est plutôt les saisons estivales, avec aussi de la pop culture, etc., qui vont pouvoir mettre au goût du jour de ces statues ou des choses peut-être plus traditionnelles. Ça va être vraiment impressionnant. Oui, puis ils font un effort sur les illuminations, donc elles sont de différentes couleurs, c'est assez joli. Ça, c'est plutôt à faire en voiture, si vous voulez prendre le temps de visiter la préfecture en même temps, ou la région de Chichibu qui est vraiment très belle. Après, c'est en montagne, donc il y aura peut-être un peu de neige autour, mais c'est vraiment, ça peut être une escapade depuis Tokyo très intéressante. Ensuite, on peut sortir un peu de la région de Tokyo et aller dans le Kansai à Kobe et pour assister au festival Kobe Luminarie qui est du 24 janvier au 2 février 2025. Donc cette année, le festival fête ses 30 ans et pour rappel, c'est un événement qui a été créé à la mémoire des victimes du grand tremblement de terre de Hanshin Awaji de 1995. Donc c'est un autre festival d'illumination, on parlait des illuminations de Noël, donc ça c'est aussi un festival d'illumination. Il faut savoir qu'avant ce festival, il avait lieu en décembre et qu'il a été déplacé depuis l'année dernière au mois de janvier, voire début février. Depuis le retour à ce festival post-Covid, il est maintenant à cette période-là de l'année. On a un article sur Kanpai si vous voulez voir à quoi ça ressemble, c'est vraiment assez joli. Et c'est l'occasion d'aller visiter la ville de Kobe. Oui, aussi au passage. Au passage. Et une des activités phares de l'hiver dans les pays du monde où il y a de la neige, eh bien, ce sera le ski. Et comme tu le disais tout à l'heure, Marjorie, le Japon, c'est une des meilleures poudreuses du monde. Donc autant en profiter si vous pouvez, si vous avez et le temps et les moyens. Donc pour profiter de ces meilleures neiges dans les montagnes japonaises, donc les Alpes japonaises, autour de Kanazawa par exemple, les villages Otoa-chome aussi de Gokayama, dans le Tohoku avec Akita et Aomori, ou encore dans l'Hokkaido tout au nord avec Sapporo et Hakodate. Oui, voilà. Vaut mieux, vous pouvez du coup skier ou profiter de la neige et passer aussi vos soirées et vos matinées à tremper dans les bains chauds onsen parce que la montagne au Japon ne va pas sans les onsen. Donc c'est aussi la meilleure saison pour faire la tournée des bains dans les stations thermales et profiter de paysages enneigés et froids blottis dans l'eau chaude. Donc on peut vous citer des stations thermales assez connues, mais il y a Kinosaki Onsen, Kusatsu ou alors Arima Onsen qui est du coup sur les hauteurs de Kobe. Donc, vous pouvez faire le festival d'illumination et puis d'aller ensuite dans les onsen. Voilà, c'est vraiment la meilleure saison. C'est là aussi où il y aura peut-être un peu plus de monde les week-ends dans les ryokan, etc. puisque les Japonais en profitent aussi pour faire des escapades onsen le week-end. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les humains qui se baignent, comme vous le savez, les photos sont très célèbres maintenant. On voit aussi des singes se baigner, vous pourrez aller les observer se baigner dans les sources d'eau chaude à Jigokudani. En produit de saison, on ira manger du crabe et toutes les autres crustacés et poissons gras de l'hiver qui sont à cette période de l'année, donc très très bons puisqu'ils ont enrichi leur chair de graisse pour se protéger et du coup, nous on en profite aussi. C'est un bon moment aussi pour manger des sushis en hiver, même si c'est un plat froid. On a des merveilleux poissons à déguster au Japon et ça nous change de notre saumon de chez nous. Donc vraiment, allez-y. Et puis le crabe, c'est une spécialité aussi au Japon. Si vous voulez trouver, c'est assez cher. Donc si vous voulez un restaurant qui allie et qualité et un rapport au prix qui est raisonnable, on conseille donc la chaîne Kani Doraku au Japon et notamment les établissements de Kyoto et d'Osaka. Et puis si vous voyez le mot kani c'est pour le crabe japonais, donc ça peut vous donner une bonne indication. C'est ça. Vous pouvez aussi le manger en sushi, etc. Enfin, il est assez décliné dans plusieurs façons. Et d'ailleurs, le crabe japonais, si je ne me trompe pas, c'est plutôt les sortes d'araignées, enfin ce que nous on qualifie d'araignées, que les pinces à crabes. Oui, ça va être des gros crabes à pinces, pardon. Oui, c'est des gros crabes araignées qui sont dans les eaux froides et sombres en fait. Autour d'Hokkaido notamment. Et enfin, vous pouvez vous rendre sur l'île principale d'Okinawa Honto, dans l'archipel donc subtropical tout au sud-ouest du Japon, pour assister au premier festival de cerisier en fleurs. Là, on change complètement de paysage, on va plutôt être sur les plages de sable fin et l'eau turquoise. Donc les premiers festivals de cerisier en fleurs de l'année au Japon, au sein des ruines du château Naikijin, du 25 janvier au 2 février 2025. Oui, on en avait parlé dans la fiche qu'on a sur les ruines du château. On a une fiche dessus, on l'a visité. Donc oui, c'est le premier site qui organise son Sakura Matsuri de l'année et c'est au mois de janvier. Alors fin janvier, mais c'est au mois de janvier. Et pour conclure cette troisième et dernière partie, Marjorie, on va vous rappeler qu'il faut être vigilant si vous partez fin du mois de janvier, puisqu'il y a le Nouvel An chinois et qui entraîne donc une haute
période de fréquentation des lieux touristiques, des commerces, etc. Et en priorité autour d'Osaka. Parce qu'ils viennent, en fait, on en avait parlé pour USJ, Universal Studios Japan, ils viennent souvent pour fêter le Nouvel An à Osaka, en profiter pour manger, pour faire du shopping, et la destination du Kansai est idéale pour ça. Et donc ça, cette année, tu le disais tout à l'heure, c'est le mercredi 29 janvier, et vous pouvez compter une fréquentation très dense pour les 15 jours à venir après ces dates. Oui, donc on en reparlera pour le mois de février. Oui, ce sera dans les thématiques du podcast. Pour conclure ce podcast, Marjorie, eh bien, on peut dire que le mois de janvier, c'est une super saison également pour voyager. Je pense qu'on le dira quasiment à chaque fois. Oui, on pourra le dire à chaque fois. Ouais. Donc une saison qui est moins chère que d'habitude, avec moins de touristes aussi sur place si vous sélectionnez bien, comme on le disait tout à l'heure, les bonnes semaines où partir. Et avec les 15 premiers jours qui vont être très denses en événements au Japon, bien que les 3-4 premiers jours tout soit fermé. Oui. Mais bon, si vous allez dans les temples et sanctuaires, vous aurez beaucoup de monde aussi. Oui. Donc il y aura quand même une ferveur, c'est juste qu'elle est un peu concentrée sur certains lieux. Et puis c'est une période évidemment où il faut aimer le froid et découvrir les joies du onsen sous la neige. C'est peut-être une des meilleures périodes de la vie pour découvrir ça. Et symboliquement, ce retour au mois de janvier, c'est aussi se purifier en vue de la nouvelle année. Voilà. Après, ça reste une moins bonne saison pour profiter des jardins japonais, on le rappelle, puisque la végétation est endormie, donc on a très peu de verre, sauf le pin et le bambou. Après, si vous êtes amateur de jardins secs et ou minéraux, ça peut être intéressant, mais bon, le paysage autour sera un peu triste. À l'inverse, si vous avez de la chance d'être à Tokyo, Kyoto lorsqu'il neige, et en général c'est quelques jours en janvier, ça sera aussi du coup très beau sous la neige, les jardins japonais, et ça sera une image que vous ne reverrez sûrement pas le lendemain, puisque c'est assez rare. Donc c'est un peu, soit vous aurez quelque chose d'un peu gris, soit vous pourrez avoir quelque chose de très beau, mais c'est pas la meilleure période pour profiter des jardins, faut le rappeler. Et concernant les randonnées dans les montagnes, donc c'est possible dans les monts à moyenne altitude. Après, tout ce qui est pic de haute montagne, il reste en général inaccessible à cause de la neige. Donc on rappelle que le mont Fuji n'est pas ouvert à la randonnée en hiver, surtout pas. Il faudra attendre l'été et bien l'été pour y aller. Mais après, à contrepartie de ça, si vous ne pouvez pas monter sur les pics, vous pouvez toujours profiter des stations de ski qui pullulent au Japon. Pour les amateurs. Et sachez que vous pourrez louer votre matériel de ski sur place et ne pas avoir à l'emporter dans l'avion. Et si ce mois-là, en tout cas la période de l'hiver, c'est peut-être un mois où la végétation, comme tu le disais, est moins flamboyante que d'habitude, si vous avez la chance de voir le Japon ou même ne serait-ce qu'une partie du Japon sous la neige, eh bien je pense que vous en aurez plein les yeux, que ça vous fera de très très beaux souvenirs. Oui, n'hésitez pas à aller voir la neige si vous êtes en janvier. Effectivement. Et c'est vrai que c'est... et si vous êtes des répéteurs du Japon, c'est-à-dire que vous repartez au Japon, ça peut être aussi bien de changer de saison. Si vous avez déjà vu les sakura ou les koyo, l'hiver c'est aussi une saison très marquante et où la gastronomie bat son plein, les matsuri aussi. Il y a plein de choses assez atypiques à voir là-bas. C'est ça, exactement. Ça change un peu de l'image d'Épinal qu'on a du Japon. Eh bien Marjorie, c'était un plaisir de te retrouver pour cette année 2025. On espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous laisser un maximum d'étoiles sur les plateformes de streaming sur lesquelles vous nous écoutez. On est à l'écoute évidemment de vos retours. Vous pouvez aussi taguer Kanpai sur vos stories ou posts X, etc. Sur les réseaux sociaux de manière générale. On essaiera de vous republier un maximum. Et n'oubliez pas que nous avons des livres pour préparer vos voyages au Japon. On en a 5 depuis le temps, on va dire. Le 5e est sorti au mois de novembre 2024. En automne. Avec Kyoto, du coup, un guide de voyage dédié à Kyoto, fait maison. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre boutique en ligne pour vous inspirer et bien profiter et bien préparer ce voyage à venir qui va être important. Merci Charlie. Merci à toi Marjorie, à très bientôt et merci encore à toutes et à tous pour votre écoute. Voilà, merci et puis bonne année. Je ne sais pas si je l'ai souhaité au début du podcast. Donc bonne année à vous. On va dire que c'est Kanpai qui vous souhaite la belle et heureuse année. Au revoir. Au revoir. Retrouvez plus de voyages au Japon sur nos podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Kanpai. Nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez,
et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode.